Bienvenue à ce webinaire consacré aux actions climat et à comment les valoriser. Donc organisé par l'association Bilan Carbone. Et on va aujourd'hui, en une heure et demie, s'intéresser aux fameuses émissions évitées, ou plutôt qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, et à travers différents témoignages, à chercher à comprendre comment et pourquoi est-ce qu'on a envie de les évaluer. Donc, je vous propose un déroulé tel que présenté ici. Très rapidement, une petite présentation de l'association ainsi que de son groupe de travail, donc valorisation des actions climat. Et ensuite, je passerai la parole aux différents acteurs qui me font le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, la parole à David d'abord pour nous parler du guide EPE qui est sorti, si je ne me trompe pas, l'année dernière sur le sujet. Puis à Cyril qui s'occupe de l'âge, puis un témoignage pour Thibaut qui travaille à EDF, et enfin Claudine qui nous parlera du label bas carbone. Alors, l'ABC, donc l'association Bilan Carbone, c'est une association qui est répartie en 4 collèges. Donc, conseil et recherche, organismes citoyens, entreprises et secteur public. Donc, comme vous pouvez le voir, nos adhérents viennent d'un petit peu partout et ont la chose en commun de travailler sur la transition bas carbone. Évidemment, nous travaillons avec des grandes entreprises, des organisations, des collectivités, des pouvoirs publics, tous très engagés sur la question. Et ici, vous avez un petit échantillon de nos partenaires privilégiés. Alors, nos missions depuis 2011, c'est d'abord de fédérer toutes les personnes qui travaillent sur la transition énergétique. On compte plus de 400 adhérents. Et nous avons sensibilisé depuis notre création plus de 8000 personnes, en particulier à la méthode bilan carbone, mais pas que, puisque nous essayons de promouvoir un maximum de pratiques qui vont au-delà simplement de la comptabilité gaz à effet de serre, mais qui s'intéressent de manière générale à la transition énergétique. Et depuis 2017, nous essayons de discuter avec un maximum d'acteurs sur les fameuses émissions évitées. Alors, comment est-ce qu'on agit pour la transition? D'abord, on développe des méthodes d'excellence. Donc, le bilan carbone que nous avons repris de l'ADEME en 2011 et que nous avons développé jusqu'à sa version 8 qui est aujourd'hui disponible, mais aussi un système de management spécifique à la question des gaz à effet de serre. Et puis, nous participons à des grands projets tels que le projet Life Clean Foot, qui est en train de se conclure et qui permet de partager à l'échelle de l'Europe une même base carbone. Et puis le projet ACT, qui est une méthode ADEME en cours de développement qui sert à évaluer les stratégies de transition des grandes entreprises. Alors, par rapport à notre groupe de travail, vous pouvez voir ici les différents membres qui ont participé jusqu'ici à 3 réunions. Et pour l'instant, plutôt, on va dire, plutôt intéressante, mais qui était davantage centrée sur l'état des lieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur les émissions évitées, sur la valorisation des actions climat. C'est un petit peu fouillis et vous allez vite le comprendre avec la diversité des témoignages qu'on va entendre derrière, juste après moi. Et donc, pour l'instant, ce groupe de travail sert surtout à ce que chacun puisse comprendre ce que fait les autres partenaires, ce que font les autres partenaires, et puisse ainsi mieux développer sa propre pratique. Sur ce, je vous propose de passer la parole au premier intervenant, David, qui va nous parler du guide EPE sur les émissions évitées. David, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Quentin pour l'introduction. Donc je m'appelle David Laurent et je suis responsable du pôle climat et ressources chez Entreprises pour l'environnement. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter
rapidement la publication que nous avons réalisée l'année dernière, donc qui s'intitule « Émissions évitées, les entreprises évaluent leurs solutions pour le climat », donc, et qui est sortie en septembre 2017. Donc voilà, c'est cette publication pour ceux qui ont leur caméra activée. Donc cette publication, ça sanctionne un travail qui a mobilisé une vingtaine de membres de PE, donc environ la moitié des membres, qui s'est étalé sur plusieurs mois et qui, d'une part, formule un certain nombre de recommandations sur les principaux sujets qui sont clés quand on parle des émissions évitées, et d'autre part qui s'appuie également sur un certain nombre de bonnes pratiques et d'exemples d'entreprises. Donc on va dire que c'est un guide qui est assez high level, puisqu'on reste dans des recommandations et on ne s'engage pas sur ce qui n'est pas dire pré-normatif. Je pense que c'est ça qui caractérise par rapport à d'autres publications. Et donc, il peut être ensuite utilisé par un certain nombre d'acteurs, que ce soit des entreprises, des territoires ou des consommateurs. Alors, avant de se lancer dans le fond du sujet, je pense que c'est important de comprendre le contexte. Donc, suite à la COP 21, les entreprises en fait se sont vraiment positionnées et ont été reconnues par l'ensemble des parties comme des acteurs qui apportaient des solutions. Donc, qui sont passés de l'aspect du côté problème au côté solution, si on caricature un peu. Et donc, les émissions évitées, du coup, il y a eu un espèce d'effet de foisonnement depuis 2015. Et ce qu'on entend couramment, c'est que si on cumule toutes les annonces qui sont faites sur les émissions évitées, on arrive à 10 fois les émissions réelles. Donc, ça posait un réel problème d'homogénéisation des pratiques à la fois de mesure et de communication. Et donc, c'est sur ce constat que le groupe de travail EPE s'est lancé. Donc, ça répondait à plusieurs demandes. D'une fois, les entreprises mettaient en place des solutions bas carbone. Donc, l'idée, c'était de pouvoir communiquer positivement sur ces solutions. D'autre part, les communications étaient souvent associées à l'aspect émissions créées par la chaîne de valeur des entreprises et non pas par les impacts positifs qui pouvaient se dégager de l'activité de l'entreprise. Et également, en termes de travail d'alignement stratégique et de travail avec les investisseurs, ça permettait aux entreprises de valoriser toutes ces démarches et toutes ces initiatives qui étaient consommatrices de temps et d'argent. Donc voilà pour le contexte. Donc quand on s'est lancé dans ce projet, la première étape, ça a été un peu de faire un état des lieux de la situation. Et ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est qu'il y avait un foisonnement de méthodologies. Donc, vous le trouverez dans le document. Il y a un tableau de synthèse très bien fait où on recense les méthodes existantes. Mais aucune ne faisait référence parce que, pour différentes raisons, elle butait sur un certain nombre de problèmes méthodologiques qui étaient couramment les mêmes, ou alors c'était des choses, des documents sectoriels. Donc voilà, il n'y avait pas de base de travail commun. Et les tentatives, je dirais, d'unification avaient été stoppées parce que du coup, sur ces problèmes d'arriver à des consensus. Donc sur ce principe, ce qu'on a voulu faire dans la publication OPE, c'est de rester assez high level et de se concentrer sur ce qu'on a appelé les pièges à éviter. C'est-à-dire, voilà ce qu'on peut faire et voilà jusqu'où il ne faut pas aller. Donc, on a été volontairement
d'ambition limitée, mais même en gardant ce niveau-là d'ambition, il y avait un certain nombre de grandes questions qui se sont posées. Et si je veux être même critique par rapport à notre travail, appliquer toutes les recommandations qu'on a formulées, ça relève d'un niveau d'ambition important par rapport et d'efforts conséquents. Même en ayant voulu garder une approche, on va dire, de garde-fou plutôt que de normatif. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose de faire un petit zoom sur ces cinq enseignements clés du rapport, donc qui sont les 5 points qu'on va développer tout de suite. Donc le premier point, d'abord, se pose la question de la définition d'une émission évitée, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une émission évitée. Donc un constat très simple qui s'est imposé à nous. Quentin, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. C'est que ces émissions évitées devaient se baser sur des approches de type ACV, donc analyse de cycle de vie, en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie de la solution, ce qui n'était pas systématiquement le cas. En particulier, on avait relevé dans notre phase d'analyse des communications existantes beaucoup de focalisation sur l'aspect, sur la phase de vie liée à l'usage, mais peu sur les cycles de vie en amont particulièrement. Donc, ce qui pouvait être problématique dans un certain nombre de cas. Donc ça c'était le premier point. Ensuite, sur la définition elle-même, il y avait des discussions, nous avions eu des discussions avec l'ADEME, entre autres, pour lequel les émissions évitées, en fait, il y a une définition normative, mais qui était problématique pour un certain nombre d'entreprises parce que très restrictive sur cette définition d'émissions évitées. Donc, cette définition posait un certain nombre de problèmes aux acteurs. Alors, un deuxième point qui était également très important, c'est le choix de la référence, parce qu'une émission évitée se définit forcément en comparaison d'un scénario de référence. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une multitude de scénarios de référence possibles, donc ce qui posait des problèmes d'homogénéisation. En particulier, un élément clé qui était la période de référence, à savoir jusqu'à combien de temps dans le futur on pouvait se projeter pour calculer les bénéfices d'une émission évitée. Donc voilà, donc là on affiche un certain nombre de possibilités sur le choix de cette émission. Donc évidemment, là ici, il y avait différentes possibilités de choix de solution de référence. Le tout étant de bien justifier et de bien vérifier le rationnel sur ce choix. En particulier, quand on se projetait dans le futur, le fait que les technologies de référence vont évoluer, que la réglementation également peut évoluer. Donc on peut dire qu'au fil des années, une solution la solution proposée qui permettait d'émiter des émissions peut se retrouver à devenir elle-même la solution de référence. Alors, un autre aspect très important concernait l'attribution des émissions évitées, parce que ce qu'on constate couramment, c'est que par exemple, la mise en place d'une solution bas carbone par une entreprise pouvait se caractériser par des émissions accrues, par exemple, lors des phases amont, c'est-à-dire liées au manufacturing, mais avec des effets positifs qui se faisaient sentir sur la phase d'usage. Donc la question, évidemment, se posait sur l'attribution des évitements. Est-ce que c'est à l'entreprise? Est-ce que c'est à l'utilisateur, puisque c'est finalement lui qui diminue? Est-ce que ça pouvait être au distributeur de la solution? Donc voilà, donc évidemment là-dessus, les règles d'attribution relèvent de conventions. Donc
là, la recommandation était encore une fois d'être extrêmement transparent sur les méthodes et sur la façon de calculer ces attributions. Un autre point qui nous avait semblé extrêmement important, c'est le fait que les méthodologies se basent essentiellement sur des approches cycle de vie, mais qu'une entreprise avait cet intérêt à communiquer non pas sur le bénéfice d'un produit, mais sur les bénéfices de son activité entière. Donc, ce qui posait un certain nombre également de questions méthodologiques. En particulier, l'application de 5 break 2.3 était problématique puisque réaliser des ACV sur un produit posait des problèmes d'extrapolation ensuite, puisque certains produits pouvaient être en particulier plus émissifs ou avoir des profils différents. Et de l'autre côté, on avait un problème de temps et de coût, puisque une ACV sur un produit, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont familiers, c'est extrêmement consommateur en ressources, que ce soit en temps ou en finances. Donc là encore, il y avait un certain nombre de recommandations qui ont été émises sur les possibilités d'agrégation, quand est-ce que c'était possible et quelles précautions il fallait mettre en place pour réaliser cet exercice. Ensuite, un dernier point sur le double compte. Donc, le double compte, c'est ce que j'ai fait allusion en introduction, à savoir cette petite phrase du fait que les émissions évitées pourraient représenter 10 fois les émissions réelles. Donc, ce qui posait effectivement le problème du double compte. Donc là, la recommandation était assez claire. C'est pas possible de sommer ou des émissions évitées avec des émissions réelles d'entreprise, et que en termes de communication, il fallait clairement tout le temps séparer les deux et bien prendre ses précautions pour qu'il n'y ait pas de confusion possible du point de vue des lecteurs ou des destinataires de ces cibles. Et enfin, un dernier point qui avait trait à cette communication et qui est un peu un sujet transverse aux différents points qu'on a vus précédemment. Ce sujet, il est extrêmement complexe, extrêmement technique. Donc, poser un certain nombre d'impératifs pour être crédible, de transparence, donc à savoir de mettre à disposition un certain nombre d'informations sur les méthodologies utilisées, sur les calculs utilisés, sur l'embarquement de tiers dans les différentes méthodes ou dans les différentes étapes des méthodologies pour assurer la crédibilité de ces émissions. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour garder le planning de Quentin. Voilà, donc juste un mot en conclusion. Je rappelle, ce guide est un condensé, on va dire, de bonnes pratiques, un condensé de garde-fous, en aucun cas normatif, mais qui donne un certain nombre de précautions à prendre pour communiquer sur ces solutions évitées, ces émissions évitées. Merci à vous. Merci David. Très intéressant. Je vous propose maintenant de passer à la présentation donc de Cyril, qui travaille à FEDEREC sur l'évaluation environnementale du recyclage en France. Cyril, c'est à toi. Désolé, j'enlève mon double écran pour pouvoir vous regarder parce que sinon je vais avoir les répètes pendant toute la présentation. Alors, bonjour à tous. Attendez, ma webcam va s'activer aussi. Voilà, c'est bon. Donc, bonjour à tous. C'est Cyril Martin, je travaille chez FEDEREC, la Fédération des entreprises du recyclage. J'espère que tout le monde m'entend bien. Quentin, tu me dis si c'est pas assez fort peut-être. Alors moi je vais vous présenter le travail qu'a réalisé FEDEREC à peu près dans la même période que le PE, à savoir en mai 2017. C'est une étude qu'on a réalisée pendant 2 longues années entre 2015 et 2017. On a publié donc les résultats en mai 2017. Cette étude, elle s'appelle l'évaluation environnementale du recyclage en France. Alors, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce qu'on a fait et puis
puis ensuite, on rentrera peut-être plus précisément dans les aspects méthodologiques. Qu'est-ce qu'on a réalisé FEDEREC? On a réalisé une étude ACV, multifilière sur les différentes filières de recyclage. L'idée, c'est pas de se concentrer uniquement sur la fin de vie des matériaux, mais bien de se concentrer sur l'ensemble de la chaîne, à savoir de la partie collecte du déchet chez l'industriel producteur, jusqu'à la transformation et enfin la revente de la matière première de recyclage chez son utilisateur qui va la réincorporer dans son processus industriel. Voilà, donc c'est l'ensemble de cet ACV, de ce cycle de vie entre guillemets qui est pris en compte. On n'est pas rentré du tout dans l'aspect utilisation ensuite des matières premières pour la réalisation de produits de construction par exemple ou des produits semi-finis. On n'est pas rentré dans tout le détail. Nous, on est vraiment resté sur l'aspect l'ensemble de l'aspect transformation d'un déchet en produit pour montrer les bénéfices et l'intérêt justement d'utiliser plutôt des matières premières de recyclage plutôt que des matières vierges. Donc cette ACV, elle a été réalisée selon une méthodologie qui est celle recommandée par l'ADEME, puisque notre étude a été menée en partenariat avec l'ADEME qui a financé en partie cette étude. On a mené cette étude sur les matériaux qui sont les matériaux suivis par FEDEREC. Donc nous, FEDEREC, c'est la Fédération des entreprises de recyclage. Donc en fait, on suit les différentes filières de recyclage des matériaux en France. On représente les entreprises de recyclage françaises. Et donc les principales filières ont été identifiées et c'est à partir de ces filières qu'on a réalisé cette ACV. Donc les 10 matières qui ont été étudiées sont les ferrailles, les métaux non ferreux, notamment l'aluminium et le cuivre, le papier, le carton, le verre, 2 résines plastiques qui sont le PEHD et le PET, qui sont les résines les plus importantes sur le marché. Le textile pour la partie recyclage matière, puisque le marché textile a une grosse partie réutilisation et réemploi qu'on n'a pas modélisé, et les granulats évidemment pour la filière construction. Donc comme je vous ai dit, ça intègre la collecte, le tri, les phases de transport évidemment, jusqu'à la partie production de matières premières intermédiaires pour réincorporation dans un processus industriel. Voilà. On a fait une étude ACV qui porte sur donc évidemment le CO2, hein, qui est l'indicateur le plus important aujourd'hui, le plus parlant, mais on a aussi fait un bilan énergétique puisque c'était assez important de pouvoir évoquer ce sujet énergie, consommation d'énergie. Et on a également fait des bilans matières, puisque vous le savez, recycler, ça a aussi un intérêt, puisque ça permet d'éviter la consommation de matières premières vierges, et notamment pour les matières métalliques, ça évite l'extraction de minerais dans le sol, et donc ça permet quand même un bilan matière assez positif. Donc voilà. Donc l'idée de cette étude, c'était bien de mettre en avant le rôle environnemental des entreprises de recyclage, avec l'idée évidemment que le recyclage c'est une chaîne. Donc l'objectif, nous, pour rebondir sur ce que disait David tout à l'heure dans le cadre de la présentation EPE, nous on n'a pas du tout réfléchi sur l'allocation de ces éventuels bénéfices environnementaux. On a vraiment dit voilà, le recyclage est une chaîne, donc l'ensemble des acteurs de la chaîne contribuent à cette chaîne. L'idée, c'est pas qu'un seul de ces acteurs s'attribue l'ensemble des bénéfices, mais bien de dire que l'ensemble de la chaîne permet d'avoir des bénéfices. Donc cette idée-là, conductrice, c'est un petit peu le fil conducteur de notre étude durant l'ensemble des 2 ans. Et l'idée, c'était de la présenter dans l'ensemble des enceintes donc régionales, nationales et également européennes, puisque vous savez, il y a un marché de quotas de CO2 au niveau européen qui est mis en place. Et l'idée aussi de notre travail, c'était de voir comment est-ce que les émissions évitées grâce au recyclage pouvaient s'insérer éventuellement dans un marché comme le marché européen. Sachant que l'objectif, évidemment, c'est que les entreprises qui consomment des matières premières de recyclage plutôt que plutôt que des matières vierges soient avantagées. Voilà, c'est ça l'idée. Donc évidemment, on a réalisé cette étude en partenariat avec l'ADEME et c'est le bureau d'études RDC qui a travaillé avec nous, donc je pourrais vous donner plus d'informations. L'étude est disponible, hein, je vous la montre assez rapidement, c'est un gros pavé. L'étude est disponible sur demande, vous n'hésitez pas à revenir vers moi après pour avoir ces informations. Je pense que Quentin les partagera. Donc bon, pour reprendre rapidement l'étude, donc l'unité fonctionnelle, c'est bien l'analyse de la collecte, du tri, de la transformation d'une tonne de déchets afin de produire des matériaux intermédiaires issus de matières premières de recyclage.
en substitution des mêmes matières issues de matériaux vierges. Voilà. Ça, c'est l'idée. Comme je vous ai dit, on a travaillé sur l'effet de serre et la consommation d'énergie comme les deux indicateurs principaux étudiés. Et on a réalisé ça pour que nos entreprises puissent communiquer sur le rôle environnemental qu'elles jouent, en plus de l'aspect du rôle économique de fournisseur de matières qu'elles jouent aujourd'hui auprès de leurs clients, et du rôle social qu'elles jouent aussi au niveau des territoires, puisque les entreprises de recyclage sont implantées en France sur l'ensemble des territoires, en employant des acteurs, des personnes qui habitent en général assez proches des installations. On est sur de l'emploi local et non délocalisable. Donc ça, c'est évidemment l'aspect social de notre entreprise, sur lequel on a aussi joué dans une autre étude. Donc ça, je pourrais vous en parler aussi éventuellement ensuite dans la phase question. Mais nous, l'idée de cette étude de FEDEREC, c'était bien de travailler sur les aspects environnementaux et la quantification des bénéfices environnementaux de nos entreprises. Voilà, vous avez les explications de pourquoi on a voulu faire ça. L'objectif de FEDEREC, évidemment, c'est de faciliter l'utilisation de matières premières de recyclage, puisqu'aujourd'hui, finalement, on nous demande de traiter des déchets. On nous dit ces déchets sont des ressources, il faut les valoriser. On vous dit d'accord, il faut les valoriser, mais évidemment, pour les valoriser, il faut qu'il y ait des gens pour les utiliser. Donc, c'est ça aussi l'idée de FEDEREC. Et donc, on avait cette volonté de mettre en avant ce service environnemental rendu pour pouvoir faciliter l'utilisation de matières premières de recyclage. Il y avait différentes manières de faire ça. L'une de ces manières, c'est évidemment dans les marchés publics, intégrer des critères environnementaux ou des clauses environnementales. Donc, c'est déjà le cas pour certains marchés. On essaye de pousser ça un maximum. Le deuxième levier, ce serait évidemment qu'il y a une traduction fiscale de ce bénéfice environnemental pour permettre un système, par exemple, de bonus-malus, où on serait bonusé si on utilisait des matières premières de recyclage et malusé si on utilisait des matières premières vierges. C'est une idée aussi qui est portée et qui aujourd'hui est en discussion au niveau des pouvoirs publics. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on nous fixe des objectifs quand même assez forts d'ici à 2050 en termes énergétiques en France, des objectifs à 2025 sur la réduction de l'enfouissement des déchets. Pour y arriver, il faut évidemment mettre en avant et développer des solutions de recyclage. Voilà, donc pour présenter rapidement les résultats, parce que bon, vous avez tout dans les éléments qui vont vous être présentés, qui vont vous être envoyés par Quentin. L'idée, c'est de dire que voilà, le recyclage aujourd'hui en France, on produit à peu près environ 70 millions de tonnes de matières premières recyclées. Ces 70 millions de tonnes de matières recyclées, notamment les matières métalliques, permettent des économies de CO2 qui sont importantes. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de dire qu'en utilisant une matière première de recyclage, on n'utilise pas une matière première vierge, et donc on évite la production de matières premières vierges. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a calculé les émissions évitées. Donc ça rebondit un petit peu avec la présentation de David tout à l'heure. Nous, on a comptabilisé le fait que le recyclage rend deux services, c'est un mode de traitement de déchets. Donc évidemment, si on recycle, on n'incinère pas et on ne fait pas d'enfouissement. Mais surtout, c'est un mode de production de matières premières. Le recyclage remet sur le marché des matières premières justement de recyclage qui permettent d'éviter aux industriels de consommer des matières premières vierges. C'est ce différentiel-là qui a permis de définir des émissions évitées. Et donc, ces émissions évitées au total sur l'ensemble des filières qu'on a étudiées, ça se mesure à peu près à 22,5 millions de tonnes en 2014, ce qui représente en gros 5% des émissions de CO2 françaises, puisqu'on est à peu près à 450 millions de tonnes équivalent CO2 émises en France chaque année par le transport, les processus industriels, etc. Bon, 22,5 millions de tonnes, ça représente beaucoup. Globalement, dans l'idée, en termes de comparatif, ça représente à peu près les émissions du transport aérien français. Donc, tous les avions qui atterrissent et qui décollent de France, si on somme leurs émissions de CO2, on arrive à peu près à 22,5. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est pour ça qu'on a souhaité le mettre en avant. On pense que c'est peu, mais finalement, c'est quand même pas négligeable. Au niveau énergétique, ça représente 125 TWh, 124 TWh évités. L'idée, c'est de dire, voilà, par exemple, un réacteur nucléaire, in fine, dans la production d'un réacteur nucléaire en France, c'est à peu près entre 7 et 8 TWh d'énergie finale. Bon, voilà, 124 TWh, ça représente quand même l'énergie finale produite par 18 réacteurs français.
L'idée, c'est pas de dire que le recyclage remplace les réacteurs nucléaires, évidemment, hein, mais c'est de donner un ordre de grandeur en disant, voilà, c'est pas négligeable et c'est quand même intéressant à mettre en avant. C'est quand même 80% de la consommation électrique des foyers français, ce qui est pas rien. Donc voilà, l'objectif était bien de le mettre en avant. Ça, c'est pour le grand public, on a essayé de vulgariser un peu parce que c'est vrai que bon, des térawattheures et des kilogrammes équivalent CO2, ça c'est pas grand chose. Par exemple, pour le recyclage des ferrailles, le recyclage de l'ensemble des ferrailles en France, donc de tous les métaux ferreux qui sont recyclés, c'est l'équivalent quand même des émissions de 10 au fourneau. Donc c'est quand même assez conséquent. Ça représente, c'est comme si on recyclait chaque année 1200 fois la Tour Eiffel en termes de quantité de matière. Ça, c'est pas négligeable non plus. Et en termes d'énergie, ça représente à peu près 5 réacteurs nucléaires français en termes de production. Bon, voilà pour les résultats. Je crois qu'il y en a encore d'autres. Alors après, on a les résultats spécifiques sur les filières. Il y a certaines filières qui sont très très consommatrices de matière au niveau de la production de matières vierges ou consommatrices d'énergie aussi. Donc le cuivre, par exemple, évidemment, pour sortir 1 tonne de cuivre, il faut quand même consommer énormément de minerais de cuivre. Donc le recyclage permet quand même, à partir de 1 tonne 2 à peu près de cuivre recyclé, de produire 1 tonne de cuivre qui va remplacer 1 tonne de cuivre vierge issue des différentes mines de cuivre mondiales et qui consomme énormément de matière. C'est un rapport de 1 à 82 quand même. Pour l'aluminium, voilà, en termes d'énergie, on est sur une énergie très conséquente pour la production d'aluminium, puisque vous savez, la transformation de l'aluminium consomme beaucoup d'énergie. Le recyclage de l'aluminium émet beaucoup d'énergie, enfin, émet aussi beaucoup de CO2 et d'énergie, consomme beaucoup d'énergie, mais beaucoup moins. Donc, l'idée, c'est de dire aussi, voilà, il faut recycler l'aluminium parce que ça nous évite des émissions de CO2 importantes sur la planète. Pareil pour le PET, on est sur un rapport de 1 à 3 en termes de CO2. Le verre permet aussi des économies d'énergie importantes pour les verriers lorsqu'ils réincorporent du calcin dans leur four plutôt que du sable. Donc voilà, on a fait par filière des bilans énergétiques, des bilans CO2, des bilans matière. Vous avez des tableaux qui sont présentés dans l'étude, qu'on ne vous a pas remis ici, mais il y a par filière, vous avez un tableau avec l'ensemble des indicateurs. Alors, pour revenir plus précisément sur la méthodologie, bon là, je vous ai remis la photo du schéma ACV. Donc on est bien sûr, voilà, il y a un déchet à recycler. On va le collecter, on va le trier, on va supprimer les indésirables qui vont être traités par ailleurs. On va produire grâce à ce déchet trié une matière première de recyclage qui va être réincorporée dans un processus industriel. Voilà, ça c'est le cycle de vie. Et donc ce qui est important de dire, c'est qu'on a calculé ces émissions de CO2 là, et qu'à côté, on a calculé les mêmes émissions de CO2 évitées au niveau de la même filière, mais utilisant des matériaux vierges. Voilà. C'est les petits moins que vous avez en dessous là du rectangle, qui en fait sont un petit peu le nerf de la guerre sur cette étude, puisque c'est un peu ça qui a été comptabilisé et qui permet de faire des économies in fine et de calculer des bénéfices environnementaux du recyclage et non pas des émissions de CO2 du recyclage. Il y a des émissions, mais en retranchant les mêmes émissions utilisant les matières premières vierges, on arrive à un bénéfice plutôt que des émissions. Voilà. C'est ça l'idée. Donc comme je vous ai dit, le recyclage, ça remplit 2 fonctions. Un mode de traitement de déchets, donc ça évite l'incinération et ça évite l'enfouissement. Et ça permet également de produire des matières premières de recyclage qui vont venir en substitution de matières premières vierges. Donc la méthodologie qu'on a utilisée pour la CV, c'est la méthodologie en fait qui est recommandée par l'ADEME, puisque l'ADEME nous finançait l'étude, on n'a pas vraiment le choix méthodologique. On a bien vu les limites que ça peut avoir au niveau de la présentation de David pour OPE. Néanmoins, on a suivi l'étude de la méthodologie ACV de l'ADEME pour cette étude. On a fait une revue critique qui a été réalisée par les acteurs du bilan national du recyclage. Donc, en général, ce bilan national du recyclage, c'est en gros un comité de pilotage qui est composé de l'ensemble des acteurs industriels français. Donc, dedans, il y a les papetiers, il y a les verriers, il y a les plasturgistes, il y a l'ensemble des filières industrielles qui sont représentées, qui ont revu notre travail, qui ont posé énormément de questions, évidemment, puisque ça posait pas mal de questions. Et globalement, il y a eu une revue critique et un comité d'experts qui a validé ce travail aussi. Au niveau géographique, on a modélisé chacune des filières, en fait. Chaque filière industrielle a été modélisée, donc le recyclage des ferrailles, le recyclage des métaux non ferreux, aluminium, cuivre, le recyclage du papier carton. On a modélisé ces filières suivant la réalité du marché, à savoir est-ce que c'est recyclé en France, à
avec quel type d'énergie fonctionnent les installations qui les recyclent, les consommateurs sont-ils en France, justement quelle énergie ils utilisent, notamment par exemple pour les ferrailles, est-ce qu'ils utilisent du gaz, est-ce qu'ils utilisent de la biomasse pour se chauffer et pour leur processus industriel ou pas. Donc voilà, vous avez l'ensemble du tableau qui vous réexplique le champ géographique des matières, sachant qu'il y a le champ sourcing déchets qui lui est principalement français évidemment puisque les déchets viennent de France. Par contre, les matières premières de recyclage qui sont produites par des entreprises de recyclage de Fédérec, elles sont parfois consommées à l'étranger. Notamment, voilà, les ferrailles il y a beaucoup d'aciéries électriques par exemple qui sont en Turquie. Voilà, donc vous avez un mix énergétique qui est relatif à ce que je viens de vous dire, hein, en fonction de l'endroit de consommation, et on a fait des prorata par rapport à la réalité du marché. Voilà, les données qu'on a utilisées sont les données issues des professionnels, des observatoires ADEME et des différentes études qui avaient été réalisées par les industriels français. L'idée, c'est de dire qu'on a utilisé les données récentes, les plus récentes disponibles, les plus représentatives du marché. Donc, World Steel, par exemple, pour les données acier, l'Agence internationale de l'énergie pour les données énergétiques sur les mix énergétiques européens, par exemple. Et puis, quand on n'avait pas, on a utilisé du EcoInvent 2.2, puisque les données qu'on a utilisées datent de 2014-2015 et que en 2014-2015, c'était EcoInvent 2.2 qui a été la référence en termes de base de données ACD. L'idée aussi, c'est de dire que cette étude, elle est évolutive et l'idée, c'est qu'elle va évidemment se mettre à jour. Là, on va d'ailleurs certainement le faire en 2019 avec les dernières données disponibles pour que ce soit actualisable et le plus récent. Un dernier mot pour vous dire que cette étude, c'est pas juste une étude, hein, on a fait un logiciel qui fonctionne avec. Je pourrais vous en dire deux mots éventuellement après. Un logiciel qui permet de modéliser suivant votre activité industrielle, de modéliser l'utilisation de matières premières de recyclage par rapport à l'utilisation de matières premières vierges et d'avoir des résultats d'économie de CO2 ou de bénéfices environnementaux. Et donc ce logiciel, il est disponible sur des formations que je réalise pour l'ensemble des acteurs des filières industrielles. Donc, je fais une journée pour expliquer comment ça fonctionne et pour vous apprendre à utiliser le logiciel. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions éventuellement après les dernières présentations. Merci beaucoup. Merci Cyril. Je vous propose maintenant de passer à un témoignage d'une grande entreprise, Thibaut, qui va nous parler du cas EDF. Très bien, merci Quentin, bonjour à tous. Donc, effectivement, j'appartiens à EDF, Direction du développement durable, et je vais vous expliquer ce qu'on a fait sur ce sujet au sein du groupe EDF. Alors, je vais d'abord partir de pourquoi finalement est-ce qu'on a fait tout ça, quel était notre besoin en interne. Et le premier point, c'est que pour EDF, le carbone, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre stratégie. Donc, nous disons que nous voulons être et que nous sommes un électricien responsable, champion de la croissance bas carbone. Donc, ça veut dire que nous devons être exemplaires en ce qui concerne le calcul de nos émissions et les communications qu'on peut faire à ce propos. Nous nous exprimons effectivement sur nos émissions de plusieurs façons. D'abord, nous, bien sûr, comme la plupart des grandes entreprises, nous calculons notre empreinte carbone, nous faisons notre bilan GES, on fait un bilan très complet sur les 3 scopes qui est publié. On calcule également quelque chose d'important qui est le contenu carbone du kilowattheure, donc aux différents périmètres, en France, en Europe, dans le monde, etc. Tout ça est disponible bien sûr sur notre site et on le fait de façon que nous pensons rigoureuse. En revanche, nous avions aussi donc un certain nombre de messages sur les émissions évitées qui étaient faits par des acteurs, des responsables de projet au sein du groupe. Et en fait, on a constaté que ces messages manquaient un peu de cohérence. Pourquoi? Parce que typiquement, un acteur qui réalise un projet qui évite des émissions, il a envie de montrer qu'il évite le maximum d'émissions possibles. Donc, il prendra peut-être une base de référence qui n'est pas justifiée et qui peut conduire à maximiser
les émissions évitées, ce qui peut conduire effectivement à des communications qui sont critiquables. Voilà, par exemple, nous publions, et on le trouve sur notre site aussi, beaucoup de solutions pour le climat, donc de toutes sortes, qui peuvent être liées au développement d'énergie renouvelable, ou de stockage, ou d'actions menées sur les bâtiments, ou beaucoup d'autres actions. Toutes ces actions évitent des émissions, et il s'agissait qu'il y ait de la cohérence entre ce que nous communiquons en termes d'émissions évitées pour toutes ces solutions. Et puis, il y avait un autre point qui rendait les choses même encore plus urgentes, c'est que EDF est l'un des émetteurs de green bonds. Et donc, les green bonds, ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui investissent chez nous, mais en sachant que l'argent qu'ils investissent chez nous servira à développer un certain type de projet, par exemple dans les émissions renouvelables, dans les énergies renouvelables. Et ces investisseurs attendent que l'on communique sur l'impact de leur investissement en termes d'émissions évitées. Et ça, c'est audité. Et par conséquent, il nous fallait une méthode auditable pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Donc, on a regardé un peu ce qui existait. Donc, c'est un travail qu'on a fait en fait avant que le travail EPE ait été réalisé. Donc, on a regardé, donc on a fait un peu les mêmes constats que David a présenté tout à l'heure. On a vu qu'il disait beaucoup de choses sur le sujet, mais qu'il y avait de nombreuses normes ou guidance existantes qui proposent des approches différentes, souvent très complexes, quelquefois même difficilement applicables. Donc, je ne vais pas les citer tous, mais il y en a qui sont intéressantes d'ailleurs, hein, mais pas faciles à appliquer. Je pense par exemple à ce que dit le GHG protocole, donc ça fait à peu près 100 pages. Je ne suis pas sûr que ce soit à la portée de tous de l'appliquer de façon rigoureuse. Et puis effectivement, comme le disait David, on trouve beaucoup de choses en termes de communication, et par ailleurs, le mode de calcul est rarement précisé. En général, les gens disent, voilà, on a évité tant d'émissions, mais on est incapable de dire comment le calcul a été fait. Donc, et je pense que ce sera de moins en moins acceptable. En tout cas, nous pensions qu'il fallait être beaucoup plus rigoureux. Donc, et d'ailleurs, en fait, ce qu'on a développé, donc, et je vais vous présenter maintenant, donc, avant finalement que l'étude EPE existe, en fait, c'est parfaitement en phase avec ce que David a présenté tout à l'heure. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est une méthode simple, parce que on a vu tout à l'heure que le sujet pouvait être extrêmement difficile et compliqué, mais nous, on a voulu quelque chose qui soit à la fois rigoureux, qui soit cohérent de telle façon que toutes les communications qu'on peut faire sur le sujet reposent sur les mêmes fondements, et qui soit simple. Donc, on a une méthode de base qui est simple, et en revanche, il peut y avoir des exceptions, donc, parce qu'on comprend que le sujet est quelquefois plus compliqué, et donc, on regarde également avec les acteurs les cas où il peut y avoir des exceptions, mais à ce moment-là, quand ils nous proposent une approche différente, on en parle avec eux et on valide éventuellement l'approche qu'ils ont mis en œuvre, qui peut très bien être justifiée dans certains cas. Alors, bon, quelle est notre méthode? Donc, 4 ou 5 principes, donc très rapide. Bon, le premier, il n'y a vraiment rien de nouveau, mais c'est important de le rappeler, c'est que un calcul d'émissions évitées par une action vise à comparer deux situations, donc les émissions sans l'action et les émissions avec l'action. Donc, sans l'action, c'est la fameuse situation de référence. Ensuite, autre point important, l'action peut éviter des émissions au sein du groupe EDF ou chez des tiers. Ça, c'est important. Donc, par exemple, si on prend le cas classique de construction d'un nouveau parc éolien, bon, ce parc éolien va avoir un impact sur l'ensemble du système électrique. Ça peut avoir un impact sur nos autres actifs de production, mais aussi sur ceux des autres. Donc, c'est important de regarder quel est l'impact de ce parc sur l'ensemble du système électrique. Autre point, ça a été dit également par David, c'est important de raisonner sur l'ensemble du cycle de vie. On ne peut pas regarder que les émissions directes. Il s'agit de regarder ce qui se passe en amont, ce qui se passe en aval, et c'est comme ça qu'on a souhaité raisonner.
Par exemple, on ne peut pas dire qu'un parc éolien, c'est zéro carbone, parce qu'un parc éolien, ce n'est pas zéro carbone. On le reverra tout à l'heure. Et alors, maintenant, on s'est demandé quel était le bon... donc, quelle est la situation de référence à laquelle il est le plus judicieux de se comparer quand on parle des émissions du système électrique. Donc là, on a été très clair là-dessus. Donc, on ne peut pas, par exemple, considérer, comme certains le faisaient, même chez nous, que, par exemple, quand on améliore le rendement d'une centrale hydraulique ou quand on développe un parc solaire, on évite toujours des émissions calculées sur la base du facteur d'émission de la production charbon. Parce que d'abord, le charbon tourne très peu, il y en a de moins en moins. Et si tout le monde fait ça, on aura très très vite évité tout le charbon et même tout le fossile. Donc, on arrive à éviter beaucoup plus d'émissions que la réalité. Donc, cette approche n'est pas acceptable. Et donc, la bonne approche, donc celle que nous recommandons donc, et qui est appliquée en interne, c'est que la situation de référence que l'on prend en compte, c'est le facteur d'émission moyen du kilowattheure du pays ou du réseau considéré. Donc, aux États-Unis, par exemple, on est plus précis, on regarde par réseau, mais on se compare au facteur d'émission moyen en ACV, donc du kilowattheure du pays ou du réseau considéré. Principe suivant, donc on calcule nos émissions évitées annuellement, mais ça c'est le principe de base, mais cela dit, dans certains cas, ça peut être important de regarder aussi en prospectif, parce qu'il peut y avoir des actions qui évitent des émissions, pas seulement aujourd'hui, mais aussi à long terme. Donc là, on peut faire des hypothèses, mais à ce moment-là, on est transparent, on le dit, sur la base d'un contenu moyen prospectif. On peut aussi cumuler sur la durée de vie d'une action, mais c'est pareil, à ce moment-là, on le dit et on dit comment on a fait le calcul. On prend en compte les émissions liées à la mise en œuvre de l'action. Voilà, donc il peut y avoir effectivement beaucoup d'actions liées à la mise en œuvre de l'action, que ce soit pour construire un parc ou pour faire de l'efficacité énergétique. À ce moment-là, on les prend en compte et on les répartit sur la durée de vie de l'action. Enfin, on essaie d'être conservateur. Donc, s'il y a un peu un doute, on retient le calcul qui conduit aux émissions évitées les moins élevées. Par exemple, si aux États-Unis, on se situe entre deux réseaux, qu'on n'est pas très sûr du réseau sur lequel on va éviter des émissions, on choisit de prendre pour référence le facteur d'émission moyen du réseau dont le facteur d'émission est le moins élevé. Et puis enfin, c'est ce que je disais avant, nous comprenons, puisque ça c'est des principes qu'on a donc voulu simples, nous comprenons qu'il y a des cas où une approche plus complexe, différente, plus élaborée est nécessaire. À ce moment-là, donc, nous proposons aux acteurs du groupe d'en parler avec nous et de nous proposer autre chose et on en discute. Et bien souvent, on l'accepte, on le valide. Voilà donc les principes qu'on a mis en place. On a également proposé des facteurs d'émission par défaut, donc qui sont calculés sur la base de données externes, et tout ça est auditable. Donc, en ce qui concerne les facteurs d'émission des moyens de production, donc on a retenu les données du dernier rapport du GIEC. Et en ce qui concerne les facteurs d'émission moyens des réseaux sur lesquels on peut être amené à mener des actions, on les a recalculés parce qu'on ne les trouve pas en ligne en incluant l'ACV. Donc, on est parti des mix de production qui, eux, sont disponibles. On a appliqué les facteurs de production des moyens de production en question. Et donc, c'est comme ça qu'on a recalculé les facteurs d'émission ACV des différents réseaux sur lesquels on peut agir. Donc, par exemple, on voit que pour la France, c'est 62 grammes. Alors, ça peut-être un peu changé parce que c'est des calculs qui datent de 2 ans. Donc, on est en train de les remettre à jour. Voilà. Voilà donc les principes de cette méthode qui maintenant s'applique donc à l'ensemble du groupe, qui est donc, je le disais, audité et qui nous sert également pour calculer les émissions évitées par les projets financés par nos green bonds. Donc, on publie également donc les émissions évitées par nos green bonds pour les investisseurs sur cette base.
Voilà, donc c'est les points clés que je voulais évoquer. Donc juste un ou deux exemples donc, pour illustrer. Donc le premier exemple extrêmement simple, c'est bon, bah, si par exemple on économise de l'énergie sur un bâtiment tertiaire au Royaume-Uni, par exemple on met en œuvre des travaux sur un bâtiment tertiaire qui permettent d'éviter 2 MWh, donc 20%. Bon, bah, c'est très facile. Donc, on regarde quelles sont les émissions associées aux 2 MWh qu'on a évité. On applique le facteur d'émission moyen ACV du Royaume-Uni et c'est comme ça qu'on arrive à 1 tonne 0,6 de CO2. Cas plus classique, ferme éolienne en France. Donc là, on est amené à comparer les émissions ACV du parc éolien, donc qui ne sont pas nuls. Donc, on prend en compte le facteur d'émission publié par le GIEC pour l'éolien. Le facteur d'émission, c'est une médiane mondiale. C'est 11 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Et on le compare au facteur d'émission moyen ACV en France, qui est de 62 grammes. Donc, on fait la différence, on multiplie par la production annuelle du parc éolien. Et c'est comme ça qu'on arrive à calculer. Donc, on arrive à 1530 tonnes de CO2 annuellement. Voilà. Enfin, quelques remarques complémentaires pour terminer, parce que quelquefois on nous pose des questions sur des questions qui reviennent assez régulièrement. Donc, bon, par exemple, il y a un sujet qui est donc l'import-export. Donc, on peut effectivement complexifier la méthode dans certains cas pour prendre en compte les imports-exports sur la base. Mais à ce moment-là, il faut le faire sur la base des soldes net horaires. C'est l'approche d'ailleurs qui est retenue par l'ADEME. Comme la France est en fait très largement exportatrice, l'impact est d'ailleurs assez limité, mais il y a des pays où c'est beaucoup plus significatif. Donc c'est raisonnable dans certains cas de les prendre en compte, si vraiment on le juge nécessaire. On peut aussi d'ailleurs raisonner sur la base de facteurs d'émission horaires. Donc je ne l'ai pas marqué là, mais c'est aussi une exception qu'on peut accepter, c'est qu'il y a des moments effectivement où le parc où il y a des heures qui sont plus émettrices que d'autres. Donc, si clairement l'action évite à des heures qui sont plus carbonées que d'autres, on peut aussi le prendre en compte. Ça, on a des méthodes pour le faire. En revanche, on pense que les approches dites marginales, en fait, ne sont pas adaptées au système électrique et qui conduisent à des erreurs grossières, comme celle que j'évoquais avant, par exemple, le fait que, évidemment, on a envie toujours de se comparer à un actif charbon qui émet le plus. Et donc, on évite le plus, sauf que c'est faux, hein, parce que pour plein de raisons que j'évoquais tout à l'heure, le fait aussi que l'approche marginale, finalement, ça cherche à mesurer l'impact d'une action donnée précise, toutes choses égales par ailleurs. Le problème, c'est que dans un système électrique, en fait, il y a toujours beaucoup d'actions simultanées, on n'est jamais toutes choses égales par ailleurs, et ces actions, finalement, se compensent, et si on ne prend pas ça en compte, on émet beaucoup plus que les émissions du système. L'autre point, c'est que, en fait, la production et la consommation évoluent finalement conjointement et on ne peut pas raisonner comme si on faisait varier, par exemple, la consommation sans que la production ne fluctue, parce que c'est peut-être vrai instantanément, mais les actions n'ont pas un impact instantané, donc il faut regarder dans la durée. Je passe rapidement, hein, et puis quand on regarde sur le long terme, l'approche type GHG protocole qui propose des operating margins pour les experts, des build margins, des facteurs lambda, etc. C'est une approche qui peut être très intéressante quand on raisonne, mais ça s'applique à un projet. Il faut faire plein d'hypothèses et on ne peut pas généraliser. Voilà. Donc il faut être prudent avec ces approches parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'hypothèses derrière. Et donc, l'idée, c'est bien de comparer des bilans d'émissions, donc là, quand on parle spécifiquement de système électrique, sans et avec l'action évaluée. Et donc, la référence au contenu moyen, actuel ou prospectif, est la plus adaptée. C'est ça qu'on a introduit dans notre approche. Voilà. Et puis, dernier point, quand même, qui est intéressant, je trouve, c'est que pour l'instant, EDF n'a pas fait le choix de communiquer sur les émissions évitées par l'ensemble de sa production. Par exemple, on pourrait dire aujourd'hui que le fait qu'en France, le parc de production d'EDF sur la base de nucléaire, d'hydraulique, de renouvelables est extrêmement décarboné, on pourrait dire que ça évite beaucoup d'émissions. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs qui, par exemple, développent des solutions électriques ne se privent pas de dire que l'électricité leur permet, en utilisant des solutions électriques, ils évitent d'utiliser par exemple du fossile et donc ils évitent beaucoup d'émissions finalement grâce à notre électricité.
Et, bon, et c'est très bien comme ça. Bon, nous, on pourrait par exemple se dire que on pourrait prendre pour référence pour calculer les émissions évitées par la production d'électricité française, on pourrait se comparer au facteur d'émission de l'électricité européenne hors France. Et à ce moment-là, effectivement, on aurait des émissions évitées qui seraient extrêmement élevées. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas fait ce choix. Et donc, ça revient un peu à la question de enfin, plusieurs questions qu'évoquait David d'ailleurs. Donc, mais on pourrait imaginer, en précisant bien donc comment on le fait, la base de référence, etc. Ça pourrait avoir du sens de le faire. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait évoquer, mais il faudrait être très précis sur le facteur d'émission de référence. Voilà. Je vous remercie. Merci Thibaut pour cette présentation. Et je vous propose maintenant de passer à la présentation du label bas carbone par Claudine Fouchereau. Claudine, c'est à toi. Ouais. Alors, ma webcam doit être activée normalement. Bonjour à tous, merci Quentin. Donc effectivement, je vais vous présenter le label bas carbone qui est un des débouchés d'un projet vocal qu'on a monté au sein de Life4C il y a 3 ans maintenant. Et donc ce label bas carbone a été développé avec le ministère le ministère de l'Environnement. Il n'est pas encore sorti, mais il devrait sortir d'ici la fin de l'année. Mais je vous le présente déjà. Je pense que tu peux passer à la slide d'après. Donc l'objectif en fait c'est de remettre en place de pouvoir faire à nouveau de la compensation carbone en France, ce qui n'était plus possible depuis 2012 pour des raisons que je vais présenter après. Donc l'idée c'est bien de refaire de la compensation carbone, c'est-à-dire pouvoir quantifier les réductions d'émissions suite à la mise en place de nouvelles pratiques qui sont plus vertueuses en termes d'émissions et de comparer le nouveau scénario, donc les nouvelles émissions par rapport au scénario de référence, donc ce qui se serait passé si on n'avait pas mis en place le projet, de quantifier ces réductions d'émissions et de les convertir en unités carbone, qu'on peut appeler des crédits ou ce qu'on veut, et de pouvoir revendre ces crédits, ces unités, ou peu importe le nom qu'on donne à ces tonnes de CO2 équivalents, quoi. Donc l'objectif, c'est de quantifier les réductions d'émissions pour pouvoir les valoriser ces réductions d'émissions économiquement, si possible, quoi. Tu peux passer celle juste avant. Ah, ça ne veut pas. Je ne sais pas si tout le monde voit un truc bizarre s'afficher ou si c'est juste moi, mais... Bon, c'est pas grave. J'ai présenté la slide qui ne veut pas se mettre sans la slide. Donc, c'était juste pour expliquer où est-ce qu'on en était à l'heure actuelle en termes de compensation carbone en France. Donc, depuis 2012, en fait, la deuxième phase Avant 2012, en fait, on pouvait faire ce qu'on appelait les projets domestiques. Donc, c'était la mise en œuvre conjointe du protocole de Kyoto appliqué au cas français. Depuis 2012, le protocole de Kyoto, la deuxième phase du protocole de Kyoto n'est pas rentrée en vigueur. Et du coup, ce qui rendait impossible la poursuite, enfin, ce qui pensait impossible la poursuite de ces projets domestiques mis en œuvre conjointe. Et à côté de ça, il y a des labels volontaires qui existent. VCS, Gold Standard sont les plus connus, mais qui, pour des raisons techniques, politiques, se sont pas implantés en France. Voilà, donc on était dans une situation où c'était plus possible de certifier des projets de réduction d'émissions en France. Et à côté de ça, il y avait surtout nous ce qu'on a observé, parce que c'est un projet qui est né de 2 clubs qu'on anime, le club Carbone Forêt Bois et le club Climat et Culture, et que dans ces secteurs-là, filière forêt bois et dans le secteur école, il y avait des potentiels porteurs de projets qui avaient envie de mettre en place des projets de réduction d'émissions sur ces filières, qui auraient voulu se faire certifier et qui ne pouvaient pas. Et à côté de ça aussi, on observait que les entreprises qui compensent de manière volontaire à l'heure actuelle leurs émissions, de plus en plus souhaiteraient compenser local,
aurait aimé pouvoir compenser à partir de projets développés en France et, faute de certification, ne pouvait pas, quoi. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a monté le projet Vocal, donc dans le but de créer ce label bas carbone, un nouveau cadre de certification carbone en France. Et donc, ce label, en fait, s'applique, donc là, on est sur la bonne slide, peut s'appliquer, en fait, sur tous les secteurs diffus. Donc, en fait, toutes les émissions qui ne sont pas déjà couvertes par le marché européen d'échange de quotas. Et donc, notamment, en premier lieu, là, on s'est intéressé au secteur école et forestier, mais ça pourrait être aussi des projets sur transport, bâtiment. Enfin, tous les projets, en tout cas, tous les secteurs qui n'ont pas de contraintes réglementaires. Enfin, les contraintes en termes de réduction d'émissions sont portées par les États. Les forestiers, les exploitations agricoles, eux, n'ont pas de contraintes formelles réglementaires pour réduire leurs émissions et donc peuvent bénéficier de ce type d'outils incitatifs et se faire valoriser et vendre leur réduction d'émissions. Donc, le fonctionnement du label, donc ce label bas carbone, en fait, c'est un cahier des charges qui encadre les procédures pour pouvoir mettre en place des projets. Donc, qui peut déposer un projet, une méthode de calcul, qui tient le registre, comment se passe la certification des projets et les grandes règles pour rédiger les méthodes carbone. Donc, le label bas carbone, c'est vraiment quelque chose de très général, c'est les grandes règles qui vont encadrer donc ces méthodes carbone. Donc, une méthode carbone, c'est ce qui va expliquer quel scénario de référence on prend, comment on calcule les émissions lors du projet, comment on démontre l'additionnalité du projet, comment on gère l'incertitude dans le calcul des réductions d'émissions. Et surtout pour les secteurs agricoles et forestiers, les incertitudes sont quand même assez élevées, donc ça pose des questions. Quelles règles on applique pour gérer ces incertitudes, etc. Et ces méthodes carbone peuvent être très spécifiques à une pratique. Par exemple, dans le secteur agricole, ça peut être on insère des légumineuses pour réduire la fertilisation azotée et donc les émissions de N2O. On plante des haies, et donc on va permettre de stocker du carbone et faire de la biomasse énergie. Ou alors, ça peut être aussi des méthodes multi-leviers. Donc là, je vais présenter très très rapidement, mais la première méthode qui va être déposée dans le secteur agricole, c'est une méthode qui est portée par la filière élevage bovin. Et donc là, c'est vraiment une méthode où toutes les pratiques qui peuvent être mises en place sur l'exploitation pour réduire les émissions peuvent être comptabilisées, quoi. Donc ça peut aller de la plantation de haies, changement de l'alimentation animale, refaire les bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie. Enfin, tout peut être comptabilisé, quoi. On peut aussi avoir des méthodes territoriales, donc très spécifiques à un contexte territorial. Enfin, le périmètre est assez, est souple en fait. Le tout, c'est de respecter les grandes règles définir le label bas carbone. Et donc, ces méthodes qui respectent le label bas carbone doivent être validées par le ministère. Une fois qu'elles sont validées, elles sont rendues publiques et n'importe qui peut les utiliser pour monter son projet, quoi, et se faire certifier ses réductions d'émissions. Alors, du coup, là, je voulais juste revenir très rapidement sur une première étude qu'on avait fait dans le cadre du projet Vocal sur la demande en crédit carbone volontaire. L'idée, c'était de faire une enquête sur auprès des entreprises entreprises et collectivités qui compensent à l'heure actuelle leurs émissions, de voir ce que ça donnait en termes quantitatifs, volume et prix, et qualitatifs, quelles étaient leurs attentes vis-à-vis d'un cadre de certification, quel type de projet elles préféraient, quelle localisation, ce genre de choses, quoi. Du coup, tu peux passer. Alors, cette étude est disponible sur notre site. Je ne vais pas présenter les résultats en détail, juste quelques grands résultats. Donc, elle date d'il y a 2 ans, donc les chiffres sont plus élevés maintenant. Mais à l'époque, nous, ce qu'on a vu, c'était que la demande a été au minimum de 2 millions de tonnes par an. Sachant que voilà, il y a peut-être des entreprises qui sont passées entre les mailles du filet, donc c'est le seuil minimum, et que le prix donc sur le marché volontaire, il n'y a pas un prix du carbone, donc c'est très fluctuant. La moyenne était de 5 € la tonne, mais ça allait de quelques centimes à plus de 50 €.
Et le prix est principalement corrélé au volume acheté. Plus une entreprise va acheter de gros volumes, plus le prix va être faible. Voilà. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait les entreprises qui compensaient. Il y avait souvent deux grandes logiques. Alors, soit c'est une entreprise qui avait vraiment une politique climatique forte, avec des objectifs qui peuvent jusqu'à des objectifs de neutralité carbone sur leur scope 1, 2, voire 3, et qui, pour répondre à leurs objectifs, devaient à un moment donné passer par de la compensation carbone. Ça, c'était une grosse partie des entreprises qui compensaient. Puis après, il y avait aussi des entreprises plutôt situées là à l'aval du secteur agricole qui ont fait de la compensation carbone un peu par hasard. Enfin, c'était pas l'objectif premier de compenser leurs émissions. Ils avaient plutôt des problèmes de sécuriser leurs approvisionnements, avec des sols qui s'érodent et des productions agricoles qui étaient moindres. Et donc, du coup, ils devaient planter des arbres et faire de l'agroforesterie, en tout cas restaurer les sols pour maintenir une production satisfaisante. Et comme planter des arbres, ça permet de stocker du carbone, ils se sont dit on va financer ces projets-là via de la compensation carbone. Comme ça, en plus, on pourra compenser nos émissions. Donc, tout le monde était gagnant, quoi. C'était un peu les deux grandes raisons qui menaient les entreprises à faire de la compensation carbone auprès des entreprises qu'on a enquêtées à ce moment-là, quoi. Et ce qu'on a pu observer en termes de encore juste un petit point, c'est que les entreprises, elles avaient de fortes exigences en termes de co-bénéfices et que c'est presque un prérequis. Un projet qui est uniquement carbone, ça les intéresse pas. Alors les co-bénéfices, ça peut être de la biodiversité, les bénéfices sociaux. Ça peut être recourir à une palette assez large. Mais en tout cas, un projet uniquement carbone, ça les intéressait pas. Et le point un peu négatif, c'est que c'était vraiment un prérequis et que la quantité de co-bénéfices se reflétait certes un peu sur le prix de la tonne de CO2, mais pas autant que ce que les porteurs de projets pourraient espérer, quoi. Ouais, et bien, donc, il y avait un fort intérêt des entreprises de pouvoir compenser local et en lien aussi avec leur secteur d'activité si possible. Là, tu peux passer. Alors, donc ça, c'était plutôt côté demande, qui finance ce type de projet. Et donc, côté qui monte ce type de projet. Donc, pour l'instant, dans le cadre du projet Vocal, nous, on a travaillé avec le secteur agricole et forestier. Côté agricole, on a travaillé avec l'Institut de l'élevage qui a développé la première méthodologie qui sera certifiée par ce label bas carbone. Comme je disais, qui est multi-levier, donc ça touche à la fois... c'est vraiment multi-levier, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là, on a déposé une méthodologie qui devrait être validée d'ici la fin de l'année et des projets pilotes dans le cadre du projet Vocal qui ont démarré il y a 2 ans. Donc normalement, ces projets-là, en 2019, vont être pouvoir capables de récolter des crédits carbone et les revendre, quoi. Donc ça, c'est des éleveurs laitiers en fait qui ont fait un diagnostic initial de leur exploitation, qui ont repéré là où leur exploitation était le plus faible en termes de performance GES. Donc il y a un plan d'action individualisé exploitation par exploitation qui a été mis en place. 5 ans après, on revient, on fait un diagnostic, on évalue la réduction des émissions, la différence par rapport au diagnostic initial, et donc ça permet de générer des crédits et qui pourront ensuite revendre. Voilà. Tu peux passer. Ça, on peut passer aussi juste pour dire que ça, c'est une méthodologie qui s'est appuyée sur un outil de diagnostic qui existait déjà. Donc, nous, notre travail, en fait, ça a été d'adapter un outil de diagnostic à un instant T en une méthodologie carbone. Donc, quel scénario de référence on prend, comment on démontre l'additionnalité des projets. L'idée, c'est d'éviter au maximum l'effet d'aubaine. Comment va se passer la certification, voilà. Mais on partait d'un outil diagnostic qui existait déjà, et il se trouve que cet outil de diagnostic s'intéressait déjà à des co-bénéfices
qualité de l'air, qualité de l'eau, biodiversité et tout. Ça, c'est des choses qui sont, ces co-bénéfices ne vont pas être certifiés par le label. Le label va vraiment que s'intéresser au volet, enfin, va certifier et valider le volet carbone, mais ces co-bénéfices sont des choses sur lesquelles les porteurs de projets pourront communiquer pour donner de la valeur à leur projet. Là, tu peux passer. Alors, au-delà de ce premier projet pilote, donc comme je disais, il y a aussi des projets pilotes côté forêt, de boisement, reboisement et conversion de taillis en futaie. Donc ça, c'est dans le cadre du projet Vocal. Mais une fois que le label va être officiellement validé, donc là, il est sorti en consultation publique cet été. Le ministère est en train d'intégrer les commentaires et normalement, il devrait être validé d'ici fin octobre. Une fois que ce label est validé et donc est sorti officiellement, n'importe qui peut déposer une nouvelle méthode sur une autre pratique, sur un autre secteur que le secteur école et forestier. Donc ça peut être sur transport, bâtiment. Ça peut être avec une approche très territoriale, une approche filière. Et enfin voilà, n'importe qui peut proposer une méthode qui devra passer en comité consultatif et être validée par le ministère. Donc vraiment, l'objectif de cet outil, c'est une approche très bottom-up. Enfin, c'est pas de fixer des grandes normes, des grandes règles que tout le monde doit appliquer. C'est vraiment de favoriser, faciliter les initiatives locales, les innovations, enfin les choses auxquelles le ministère n'aurait pas forcément pensé. Donc a priori, toute pratique, toute idée, tant que c'est pas couvert par ça concerne pas le marché européen de choses de quota, pour être éligible. Voilà. Si ça respecte les grandes règles du label. Du coup, donc là j'ai dit, donc il est sorti en consultation. Il devrait sortir fin octobre. Les premières méthodes, donc là on est en train de faire des allers-retours avec le ministère sur la méthode élevage bovin. Elles devraient être validées d'ici la fin de l'année. Et donc du coup, les premiers projets pourront commencer à générer des crédits en 2019. Voilà, tu peux passer. Et pour terminer, donc ça c'est en gros le projet Vocal a permis de mettre en place le cadre, le cadre de certification, donc mettre en place cet outil. Maintenant, il va falloir que ça fonctionne, que les projets se mettent en place sur le terrain, qu'il y ait de la demande en crédit carbone, des sources de financement pour ce projet. Et donc du coup, les prochaines étapes, ça va être de la formation, de l'accompagnement sur le terrain auprès des porteurs de projets, de la formation aussi auprès des entreprises qui compensent, clarifier, un point très important, c'est clarifier les enjeux de double compte et de communication, enfin, clarifier ce que les entreprises ont le droit de faire, ont le droit de dire, voilà, pour les mettre aussi en confiance et qu'elles se sentent intéressées et libres de compenser, quoi, parce qu'on a besoin de la demande pour pouvoir financer ces projets. Faciliter la rencontre off-demande via une plateforme en ligne. Puis après, il y a des choses à plus long terme où on réfléchit, on nous a sollicité pour voir ce que les nouvelles technologies, télédétection et blockchain pouvaient apporter à ce type d'outils pour faciliter, améliorer et réduire les coûts de ce qu'on appelle MRV, donc monitoring, reporting et vérification. Voilà, parce que donc, tracer les réductions d'émissions, c'est pas simple, c'est coûteux. Tenir le registre, c'est coûteux aussi. Et voir ce que ces technologies pouvaient apporter pour réduire les coûts et rendre tout ça plus précis. Ouais, mais ça, c'est des choses qui sont au stade de réflexion et qui sont a priori pas opérationnelles tout de suite, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On arrive maintenant sur les 10-15 dernières minutes du webinaire. Je vous propose de répondre aux quelques questions qui se sont posées dans le chat. Je crois en avoir identifié une. Alors peut-être pour Cyril d'abord, sur la question du recyclage entre les papiers et les cartons, l'impact environnemental par rapport à l'utilisation de papier et cartons vierges. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je crois savoir que c'est un petit peu problématique. Merci pour cette question. C'est vrai que c'est assez intéressant.
En fait, le recyclage du papier et du carton, via la méthodologie qu'on a utilisée pour l'ADEME, pardon, je mets ma webcam. On a utilisé en fait la méthodologie recommandée par l'ADEME, et avec cette méthodologie, le recyclage du papier et carton, avec donc, la modélisation de l'ensemble des consommations énergétiques, des consommations CO2 de la filière vierge et de la filière recyclée, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, recycler du papier, recycler du carton, en termes de CO2, ça coûtait plus d'énergie, ça émettait plus de CO2 que d'utiliser la filière vierge. Évidemment, ça ne nous a pas ravis. Pourquoi déjà on est arrivé à ce résultat? Aujourd'hui, les papeteries françaises qui utilisent de la pâte à papier vierge se chauffent à la biomasse, alors que les papeteries françaises et européennes qui utilisent de la pâte à papier recyclée utilisent pour certaines de la biomasse et pour d'autres du gaz. Ce qui fait qu'en fait, les inventaires cycle de vie qui existent pour modéliser ces deux filières, il y en a un qui est 100% biomasse et l'autre qui est plus ou moins 100% gaz. Ce qui fait qu'évidemment, la consommation énergétique et notamment l'impact CO2 pour la filière recyclée est très important, alors que pour la partie vierge, il est moins important. Et pourquoi il est moins important? Parce qu'en fait, le carbone issu de biomasse est du carbone qui est considéré comme biogénique, et que la méthodologie qu'on a utilisée, qui est donc la méthodologie ADEME, elle dit ce carbone biogénique, en fait, il compte pour 0. Tout simplement parce que la biomasse qui a été utilisée pour chauffer le processus, en fait, elle a stocké du carbone pendant sa vie, puisque l'arbre, il a grandi, il a stocké du carbone par photosynthèse, et en fait, il ne fait que rendre le carbone qu'il a déjà stocké en amont. Donc, en fait, l'utilisation de cette biomasse n'émet pas de carbone selon la méthodologie ADEME. En fait, ça émet du carbone, c'est juste que ça émet un carbone qui est considéré comme étant un carbone renouvelable et pas un carbone fossile, comme peut l'être du carbone issu de gaz ou de pétrole, puisque là, pour le coup, c'est du carbone qui a été stocké, mais il y a des millions d'années. À la différence de biomasse qui stocke sur une période de 20-30 ans. Donc voilà, c'est une limite méthodologique qu'on a bien identifiée du coup dans les résultats de notre étude et qui nous a quand même posé beaucoup de problèmes. Ça a eu le mérite de mettre le doigt sur ce qui posait problème, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir eu ce problème-là en fait, hein, et on a du coup sollicité l'ADEME en leur disant voilà, il faut qu'on travaille sur ce sujet-là. Et c'est bien identifié aujourd'hui par les pouvoirs publics qui sont en train de travailler sur une méthodologie de prise en compte partielle, sur une différence d'allocation par rapport à ce qui est fait aujourd'hui sur ces aspects carbonogéniques. Donc on attend en fait que l'ADEME se soit mis en ordre de marche sur ce sujet-là. Ils sont encore en débat en interne sur ce sujet-là, et on attend de pouvoir travailler avec eux sur une méthodologie qui permettrait justement d'arriver à des résultats qui sont un peu plus cohérents, parce qu'évidemment c'est quand même le fait que le carbone homogénique compte pas entre guillemets dans les émissions de CO2, ça peut poser question sur les objectifs à suivre, notamment nous pour le recyclage. Enfin voilà, si l'idée c'est de dire qu'il ne faut pas recycler le papier et le carton parce qu'en fait ça émet plus de CO2 que d'utiliser du papier et d'abattre des arbres, ça pose problème par rapport au message qu'on a sur la déforestation, choses comme ça ne nous semble pas très positif. Voilà. Mais c'est un grand sujet et évidemment ça fait depuis 1 an et demi qu'on travaille dessus et on espère pouvoir aboutir rapidement dessus. Merci beaucoup Cyril. Bon, j'ai une autre petite question sur qu'est-ce qui explique la différence entre l'origine de l'énergie entre les papeteries. Je propose plutôt de passer, parce que je vois beaucoup de questions qui concernent le label bas carbone, et peut-être que comme ça, Claudine, tu pourras répondre à tout en même temps. En gros, si je les prends à la volée, merci beaucoup d'ailleurs, hein, je vois Renaud, tu en as posé 2, je vois Jérémy aussi qui est intervenu. Donc d'abord, est-ce que une entreprise pourra utiliser le label pour certifier les émissions évitées par ses produits? Est-ce que finalement ce label est réservé aux entreprises ou est-ce que des particuliers peuvent
peuvent l'utiliser. Et puis, finalement, est-ce que vous attendez, et celle-là, je m'apprêtais à la poser aussi, est-ce que vous attendez beaucoup de dépôts de méthodes, et notamment hors du secteur forêt-agriculture? Alors, sur la première question, le label ne dit rien là-dessus. Après, ça pose la question de répartition de la valeur et à qui revient à qui bénéficie la réduction, quoi, sachant que ça peut être compté qu'une fois. Il n'y a rien qui est très précisé là-dessus, donc il y aura des arbitrages à faire et ça va être une grosse question, je pense, qui va devoir être soulevée avec la DGEC, quoi. Donc, une grosse question, je pense, qui va pas forcément être facile à traiter. Sur qui peut en bénéficier, donc si c'est qui peut l'utiliser, mettre en place des projets, tout le monde peut mettre en place des projets, sachant que c'est quand même des projets assez lourds, quoi. Enfin, il faut monter un projet, le faire valider, faire auditer ensuite le projet. Donc auprès des particuliers, c'est pas forcément simple, mais en soi c'est possible, quoi. Enfin, tout le monde peut déposer un projet et en bénéficier, à part ce qui est couvert par le marché européen d'échange de quotas. Après, si c'est côté demande, qui peut acheter des crédits carbone, là pareil, tout le monde peut en acheter et même si les particuliers, ça ne représente pas forcément les gros volumes, les particuliers pourront aussi acheter, financer quoi, ces projets et acheter des crédits carbone pour leur propre compensation. Sur le nombre de méthodos qu'on attend, alors sur les autres secteurs, nous, on a un peu, on a pas mal de questions sur bâtiment, mais nous, c'est pas notre réseau d'acteurs et donc on répond à quelques demandes, mais on ne suit pas forcément de très près. Par contre, sur le secteur agricole et forestier, c'est surtout agricole, il y a vraiment énormément de projets de méthodos, parfois qui se recoupent un peu. Donc, il y a aussi un gros travail à faire sur comment on regroupe les acteurs qui ont les mêmes idées pour qu'ils fassent de leurs méthodos ensemble, quoi. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait plusieurs méthodos sur une pratique. Ça va jamais passer auprès de la DGEC pour des raisons de cohérence, quoi. Donc, il va y avoir un gros travail là à court terme de mettre en réseau les acteurs qui ont des idées communes, quoi, de projets de méthodos, quoi. Oula, il y a trop de. J'en suis où? Qu'est-ce qu'il reste comme question? Alors, I4C, on ne dépose pas de méthode, nous. On accompagne en fait des développeurs de méthodes. En gros, nous, notre objectif, c'est d'aider les développeurs de méthodes à arriver devant la DGEC avec un document le plus robuste possible et éviter les allers-retours entre la DGEC et les développeurs de méthodologie, quoi. Donc, en fait, on les accompagne au maximum en expliquant ce qu'il y a dans le label et en les aidant à faire en sorte que ça corresponde au mieux à ce qui est attendu. Mais nous, on ne dépose pas de méthodologie et effectivement, on ne dit pas… alors, dans le label, je ne sais pas la nouvelle version, ce que dit le label, le nom de cette unité a changé énormément de fois. Alors, le ministère ne veut pas que ça s'appelle crédit carbone. On l'appelle… alors, dans la version qui est sortie en consultation publique, ça s'appelait réduction d'émissions. C'est un terme qui est très débattu, donc je ne sais pas comment ça s'appellera dans la dernière version. On verra. Mais en tout cas, c'est le concept de tonnes, c'est des tonnes de CO2 évitées, quoi. Équivalents, pardon. Oui, je vois les questions qui s'enchaînent. Ouais. À la limite, je te propose d'en rester là pour que nous puissions conclure. Peut-être que s'il y a encore des questions qui sont restées sans réponse, on échangera et puis on publiera les réponses à ces questions directement sur notre site internet, puisque cette présentation a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet, etc.
Merci beaucoup à tous les participants de nous avoir présenté voilà, les différentes méthodes, les différentes problématiques qu'ils ont rencontrées quand il s'agissait voilà, d'essayer de mettre en valeur un petit peu leurs actions, on va dire, bas carbone. Moi, je reste sur cette idée finalement, Claudine, qui me servira peut-être de conclusion, que en fait, pour traiter des émissions évitées, mais de manière générale, pour essayer de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut valoriser notre action pour la transition, il y a un vrai défi qui est en fait sémantique, puisque chacun essaye d'appeler les choses à sa manière et ça amène beaucoup de bruit et pas forcément de bonnes réponses. Donc voilà, notre travail en tout cas au sein de l'ABC, au sein de ce groupe de travail va continuer, ça c'est sûr. Merci à tous nos auditeurs et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée.